Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale La Guilde du Forex avec Greg. Bonjour à toutes et à tous. Le trader officiel de la Guilde qui va répondre aujourd'hui à toutes mes questions. J'en ai préparé plein. Ah merde, je suis obligé de répondre? Oui. Ok, c'est bon, je suis prêt. Donc aujourd'hui la thématique ça va être en rapport avec l'actualité mondiale, c'est-à-dire l'inflation. Et surtout, on va essayer d'aborder les solutions à cette inflation au niveau des particuliers, au niveau de ce qu'on peut faire chacun chez soi pour lutter contre cette inflation et protéger son argent. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux d'abord nous rappeler ou nous expliquer de façon claire et concise et précise ce qu'est l'inflation et pourquoi c'est important de se tenir au courant de ce phénomène? Alors l'inflation, c'est simple, c'est l'augmentation des prix à la consommation, des biens et des services, et donc la diminution de ton pouvoir d'achat, en fait. D'accord. Regarde, si par exemple tu as 10 000 € sur ton compte et que tu décides de les épargner, donc tu ne gagnes pas d'argent dessus, tu les mets sous ton matelas, sous ton oreiller, tu as donc 10 000 €. Si on a une inflation de 10%, dans un an, tes 10 000 €, ils ne vaudront que 9 000 €. Alors, tu auras perdu de sa valeur. Voilà, tu auras toujours tes 10 000, mais le truc c'est que comme les prix auront tous augmenté, par exemple, acheter moins de choses. Voilà, les restaurants ils auront augmenté de 10%, l'essence ça se trouve elle aura pris 20%, les biens dans ton supermarché ça aura pris peut-être 7%, et au final la moyenne ça sera 10%. Donc avec tes 10 000 € tu pourras acheter l'équivalent en pouvoir d'achat que de seulement 9 000 €. D'accord, donc c'est bien ça, en fait c'est le revers de la médaille du pouvoir d'achat. C'est ça. Donc pour avoir plus de pouvoir d'achat, il faudrait une inflation négative. Il faudrait une déflation. Ouais. D'accord. C'est son inverse. Alors il y a différents types d'inflation évidemment, mais pour ce qui nous intéresse nous, et dans la grosse majorité des cas les particuliers, c'est ce qu'on appelle le CPI, le Consumer Price Index, donc le prix à la consommation. C'est ça qui est très important et c'est ça qui nous intéresse nous, parce qu'on s'en fiche de savoir qu'il y a différents types d'inflation. Nous ce qu'on veut c'est ne pas payer trop cher. On ne veut pas que notre loyer par exemple augmente de 10 ou 15%, on ne veut pas que nos biens ou nos achats de nourriture augmentent de 10% et ce genre de choses. Donc ça, c'est ce qu'essayent d'éviter le plus possible les banques centrales, les gouvernements. Ils essayent toujours de réguler comme ils peuvent le prix de l'inflation. D'accord. Donc ce phénomène, on a bien compris que ça impacte directement le consommateur, ça lui permet d'acheter moins. Oui. Donc là, ce qu'on voit dans certains pays, des inflations de 7%, 10%. Alors en France, il paraît que c'est 7%. Oui. Les chiffres officiels, moi, j'y crois moyen. Mais c'est minimisé. Ah oui, c'est très tiré vers le bas par les gouvernements et par les banques pour afficher le moins possible la panique générale. Oui. Maintenant, même 7%, 10%, 12% en Angleterre, c'est déjà des chiffres énormes officiels. On n'a jamais vu ça. Enfin, on a déjà vu ça, mais depuis 40 ans, c'est quelque chose. Généralement, une inflation annuelle, c'est plutôt de l'ordre de... En France, c'est de 2 à 3% maximum. D'accord. Là, on voit bien que c'est plus du double. Et alors, à quoi c'est dû? Alors... La crise du Covid? Non, enfin oui et non, mais c'est dû à plein de facteurs. Et le premier, je pense, qui est la cause principale de tout ça, c'est l'injection massive de liquidités qu'on a vue pendant la crise du Covid. C'est-à-dire que à partir de 2020, pour lutter contre le fait que l'arrêt de l'économie a eu lieu, donc plus personne ne travaillait, hein, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, il fallait bien prendre des mesures aussi. Voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais généralement, comme dirait Pierre Jovanovic, quand un État commence à sortir la planche à billets, ça sent mauvais. Hein. C'est-à-dire que c'est la dernière mesure, mais en fait, après, il va falloir payer payer la facture. Voilà, là, on est en plein dedans. Ils ont imprimé des trilliards et des trilliards de dollars. Tu prends la calculette et tu restes appuyé sur le zéro, quoi. Par exemple, oui. Bon, peut-être pas, mais ils ont quand même injecté des quantités phénoménales de liquidités dans les marchés. Donc, ça a évité que le marché s'écroule. En tout cas, pendant le confinement. Pendant le confinement, pendant toute la crise sanitaire, etc. Mais là, depuis qu'ils ont retiré les liquidités des marchés, parce qu'ils ne pouvaient pas continuer à le faire... Alors, voilà, c'était ma question suivante. En fait, il y a eu un déclencheur de ça, parce qu'on voit que ça se déroule partout, au même moment, et pour tout le monde. Oui, alors, il y a eu... C'est toujours avec plusieurs déclencheurs. En fait, il y a eu la guerre en Ukraine, oui. avec la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Il y a eu le retrait des liquidités dans les marchés,
Donc c'est-à-dire qu'il y avait des entreprises qui étaient carrément zombifiées, donc des entreprises qui étaient mortes vivantes. Elles restaient vivantes uniquement que parce que les banques centrales injectaient des liquidités dedans, et pour éviter un effet de domino et que ça se casse la gueule, ils ont continué à injecter des fonds pour que les entreprises survivent. D'accord, mais ça va nulle part en fait. C'est ça, c'est qu'après ils ont arrêté et ça a fait quand même un effet domino. On voit que le SP500 a quand même perdu 25% de sa valeur. Même si on a des choses paradoxales aussi, c'est qu'il y a quelques jours, on a eu le plus haut du Dow Jones, donc le Dow Jones, qui a pris son plus haut historique. Il a pris en une journée et il n'avait jamais gagné autant en une journée. Donc ça c'est monté de je ne sais plus combien de pourcents. Donc il y en a pour qui ça va quand même. Il y a des paradoxes, mais c'est normal. Toutes les entreprises ne sont pas en train de faire faillite. C'est juste que là, il y en a certaines qui font le dos rond, il y en a d'autres qui morflent énormément. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'avec l'inflation, là, ce sont les gens qui prennent le contre-coup. C'est vraiment les particuliers, la classe basse, la classe moyenne, et une petite partie de la classe un peu plus haute qui est en train de se prendre le contre-coup de la gestion extrêmement agressive de des banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE. Donc au niveau des gouvernements, qu'est-ce qu'ils ont comme outil pour lutter contre cette inflation? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? Le grand classique d'augmenter les taux d'intérêt. En fait, c'est ce qu'a fait la Fed là récemment. La Fed, c'est la Réserve fédérale américaine, donc c'est l'équivalent de la Banque centrale européenne, mais pour les Américains. Donc, ah oui, c'est leur BCE en fait. Voilà, mais il faut bien savoir que la Fed, c'est une banque privée, hein. Enfin, c'est un organisme privé. Oui, mais ça, on refera une émission pour expliquer ça en détail, parce que ça fait partie des trucs qui sont intéressants à savoir. C'est important de le noter. Mais bon, ils ont la même fonction que la BCE. Donc au niveau de la Fed, ils ont augmenté à nouveau les taux d'intérêt. Ça veut dire qu'ils ont une réunion ils se réunissent 8 fois par an. Oui, ça, ils le font assez régulièrement. Voilà, 8 fois par an. 8 fois par an, ils doivent déterminer s'ils augmentent ou s'ils baissent les taux d'intérêt. Là, ça fait 4 fois d'affilée qu'ils l'ont augmenté. Et la dernière augmentation était de 75 points, donc 0,75% d'augmentation. Mais ça c'est pas trop encore gênant. C'est-à-dire c'était prévu, c'était passé de 3,25 à 4%, c'était prévu. Et le mécanisme d'augmenter les taux d'intérêt, c'est pour enrayer l'inflation. D'accord, ça c'est connu. Voilà. A contrario, quand on a un effet de déflation, eh bien on baisse les taux d'intérêt pour réguler, pour que ça ne fasse pas une déflation trop importante. Parce que là aussi, il ne faut pas que ça parte dans le mauvais sens, dans l'autre côté. Il faut toujours un bon équilibre. Et là, on a tellement une inflation grosse qu'il faut absolument contrer ça. Le problème, c'est qu'en plus d'avoir augmenté et d'être passé à 4%, ils ont annoncé que leur plafond, qui était normalement maximum de 5%, donc tout le monde se disait, c'est bon, ils sont passés à 4%, on sait que le plafond et leur plan à la Fed, c'est de passer au maximum à 5%. Ça veut dire que quand ça arrivera à 5%, il va commencer à y avoir une politique de la Fed moins agressive et qu'on va commencer à baisser. Tu vois, qu'il va commencer à y avoir une baisse. Et là, ou en tout cas, on a constaté que ça n'avait pas eu d'impact. Alors, ça n'a non seulement pas eu d'impact encore, mais en plus de ça, ils ont été beaucoup plus agressifs. Et Powell, qui est le directeur de la Fed, a carrément annoncé qu'ils allaient aller au-delà des 5%. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts de s'arrêter, et ça veut dire surtout que quand ça va continuer comme ça, toute la baisse des actions, la baisse des indices comme le SP500, etc., que je ne relève pas, c'est l'indice des 500 plus grosses sociétés aux États-Unis. Quand c'est ça le SP500. Nous, on a le CAC 40 en France, donc c'est les 40 plus grosses sociétés cotées en bourse. Ils sont plus nombreux, donc ils ont leur top 500. Voilà, eux, c'est le top 500. Et bien, avec une politique comme ça, ça va continuer à baisser. Donc, tu vois, au niveau des actions, au niveau des indices, au niveau de tout ce qui se passe dans la société, le fait d'augmenter les taux d'intérêt tue dans l'œuf les investissements. Il y a des pays qui n'augmentent pas les taux d'intérêt. Alors oui, effectivement, il y a même des pays comme la Turquie qui vont dans l'effet inverse, ils continuent à les baisser. Seulement, l'inflation en Turquie, elle dépasse les 90%. Donc, pourquoi ils font ça alors ? Alors c'est une politique, ça c'est lié à Erdogan, on ne sait pas exactement ce qu'il a. Ouais, on ne sait pas ce qu'il a en tête. Les gens, pour se prémunir de ça, donc qu'est-ce qu'il leur reste ? C'est d'investir dans l'indice turc.
Et effectivement, ils ont une très grosse partie de la population a investi ses fonds dans l'indice turc, qui est pareil, les plus grosses sociétés cotées en bourse de la Turquie. Et on voit que l'indice turc, lui, ne fait que monter, parce qu'il y a une forte pression acheteuse. Tout le monde est en train d'acheter pour se prémunir de la hausse de l'inflation, à 90%. Je ne sais pas si tu imagines, mais c'est comme si... très bien, oui. Voilà. C'est tout double en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si tu arrives à survivre avec 1 500 € par mois, payer tout ce qu'il faut sur 30 jours, bah, là, avec 90% d'inflation, au bout de 17 jours, tu n'as plus d'argent. C'est ça. Et donc, du coup, est-ce que les Turcs arrivent à compenser cette inflation de 90% par le fait qu'ils ont investi dans leur indice national? Oui. Pour l'instant, ça fonctionne. Pour l'instant, il y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et à survivre de cette manière-là. Pour combien de temps, on ne sait pas. Ouais, et puis ça pourrait pas fonctionner sur des pays comme la France ou pour les États-Unis. C'est pas forcément une stratégie que tout le monde peut mettre en place. Non, puis c'est terrible. Les banques centrales essayent surtout, là pour la BCE en l'occurrence, essayent de minimiser l'impact que peut avoir l'inflation. Ils essayent, mais ils savent que les mesures qu'ils prennent maintenant seront répercutées des mois après. Donc ça veut dire que pendant des mois, là, malgré que la Fed ait augmenté ses taux d'intérêt, passer à 4%, ça ne va pas influer encore tout de suite. C'est une énorme machine, donc c'est le temps que ça se répercute. Mais là, quand tu dis que la Fed est passée à 4%, ça concerne les Américains principalement. Oui, mais ça impacte aussi ce qu'il peut y avoir en Europe. Ça impacte tout le monde? On prend par exemple l'Angleterre. La Banque d'Angleterre, elle a augmenté pour la première fois de toute son histoire de 0,75 points ses taux d'intérêt. C'est la plus grosse augmentation de taux d'intérêt qui en une seule fois. Voilà, en une seule fois. Et en plus de ça, oui, ils sont très mal parce que le gouverneur de la Banque d'Angleterre a carrément avoué en discours qu'ils entraient en récession. Donc il y a eu une augmentation des taux d'intérêt jamais vue en Angleterre, plus une annonce officielle que l'Angleterre entre en récession. Ça décourage énormément. Voilà, il n'y a plus d'investissement. Les gens gardent leur argent, ils font... Et ça, malheureusement, ça va enrayer une grosse partie de l'économie, de la croissance, etc. Est-ce qu'il y aurait mieux à faire pour eux? Ou est-ce que c'est vraiment le moins pire? C'est-à-dire mieux à faire. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme stratégie à part augmenter les taux? Alors, à échelle d'un pays, à échelle d'un continent comme l'Europe, etc., il n'y a pas grand-chose d'autre à faire pour le moment. Maintenant, ils auraient quand même pu, moi je pense qu'ils auraient dû adoucir la prise de l'augmentation de taux d'intérêt. Parce que là, ça a clairement... Trop radical. Oui, ça a clairement annoncé... On augmente, on continue notre politique et ça va même aller au-delà. Donc, comme tu disais tout à l'heure, ça étouffe, ça tue dans l'œuf toute volonté d'investir dans quelque chose. Donc, le message est clair. Les investisseurs, même les gros investisseurs, vont se dire « Oh là, on va y aller mollo ». Et comme ce sont eux qui, globalement, font l'économie et les investissements, c'est pas très très bon signe. Donc oui, il aurait fallu... au moins pour une espèce de semi-bonne nouvelle avant la fin de l'année, parce que là on arrive sur la fin de l'année quand même, il aurait fallu avoir un assouplissement. Ça aurait été bon pour les investissements, y compris pour les crypto-monnaies. D'accord, les crypto-monnaies, on va y venir justement, parce que là il faut embrayer justement sur la deuxième partie de l'émission, qui va concerner beaucoup plus l'audience qui nous regarde, maintenant qu'on a vu ce qui se passe et en gros, rapidement, pourquoi ça se passe. Oui, c'est vrai que j'ai fait un résumé de ce qui est en train de se passer, mais ça, tout le monde le sait. Oui. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle d'un particulier pour éviter d'en souffrir le moins possible? Ça, c'est une bonne question, et effectivement... pour en souffrir le moins possible, en tout cas. Voilà, moi, je peux donner mon avis et ce que je fais avec mon équipe et tout ça. Donc ça, c'est une chose. Oui. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est d'annoncer quelque chose avant de parler de ce que je fais. Vas-y, profite. Parce que ça fait partie aussi de ça. Annonce. Là, on est dans une période de crise assez importante. Il y a énormément de contexte. Enfin, la conjoncture actuelle est vraiment plutôt négative, voire très négative. Donc, il est possible, je dis bien il est possible, qu'il y ait un crash très important des SP500, Dow Jones, Nasdaq. Donc, le Nasdaq, c'est les valeurs technologiques des États-Unis. Donc un crash, c'est un effondrement des valeurs. Voilà. Si le SP500, qui est le mastodonte de tout ça, crash
les autres indices, comme le DAX, qui est l'indice des valeurs allemandes, le CAC 40, qui est l'indice des valeurs françaises, etc. Pour l'Espagne, je crois que c'est le IBEX, ou quelque chose comme ça, le IBEX 35. Voilà, ils ont 35 sociétés en Espagne qui sont cotées et qui représentent l'économie espagnole. Eh bien, si on a un crash au niveau des indices, comme le SP500, les autres vont suivre. C'est un petit peu comme la crypto, si le Bitcoin baisse, les autres, les altcoins, baissent avec. Hein, ah ouais, d'accord. C'est un effet domino, quoi. Voilà. Dans la très grande majorité des cas, il existe des exceptions, mais bref, c'est pas là où je voulais en venir. Là où je veux en venir, c'est que si on a ce type de crash, et que c'est un crash comme il y a pu y avoir en 1929 ou en 2008, avec la crise des subprimes, ce que je recommande de faire, et ce que recommandent de faire les plus gros investisseurs de la planète, Warren Buffett, Paul Tudor Jones, etc., des gros traders et des gros investisseurs, ce n'est pas de vendre vos actions ou de vendre vos positions sur le SP500. S'il y a un crash et une baisse de 50, 60, 70% des valeurs, peut-être même jusqu'à 80% des valeurs, il faut bien savoir qu'il y a deux possibilités. Soit ça baisse et c'est 100% de crash, ce qui est totalement impossible, mais quand même, ça peut arriver avec une infime probabilité que ça arrive. C'est-à-dire que toute l'économie implose. Eh bien, vos économies, elles ne serviront à rien. L'argent que vous avez gardé, il ne servira à rien, parce que ça voudrait dire que s'il y a un crash de 100%, il n'y a plus rien qui tourne. Oui, même si on a gardé des billets, ils ne valent plus rien. Bah oui, il se passera forcément quelque chose, un couvre-feu, quelque chose qui fera que on ne pourra même pas dépenser l'argent qu'on a, puisque toutes les sociétés et toute l'économie telle qu'on la connaît arrêtera de fonctionner. Il n'y aura plus d'intérêt à investir, il n'y aura plus d'intérêt à garder de l'argent. On pense même qu'il y aura plus de nourriture. C'est vachement rassurant. Non, ça c'est le cas le plus catastrophique. Ça c'est dans le pire des cas. Voilà, c'est vraiment, je prends les deux extrêmes. S'il y a 100% de baisse de cette manière-là, que vous ayez gardé votre argent ou que vous l'ayez vendu, ça ne sert strictement à rien. Il n'y a pas de sécurité. Toi, ce que tu préconises, c'est de rester dans le marché. Non seulement de rester dans le marché si vous y êtes, mais de racheter au plus bas. Parce que c'est en rachetant au plus bas que les plus grosses fortunes se font. Si tout le monde vend et que le SP500 baisse de 80%, disons. On a déjà vu historiquement, le Dow Jones a déjà perdu 90% de sa valeur. Mais il est toujours là. Il est toujours là. Parce que ça veut dire qu'il y avait toujours des économies qui survivaient, il y avait toujours certaines sociétés qui continuaient à tourner. Donc, imaginons qu'ils perdent, on va dire 70%. Si vous rachetez petit à petit à différents niveaux, et qu'il revient, même plusieurs années après ou plusieurs mois après, à sa valeur, c'est là où vous ferez une plus-value. Contrairement à tout ce que font la majorité des gens, il faut bien savoir que quand ça baisse, ils paniquent, ils vendent, et quand ça monte, ils sont en FOMO, ce qu'on appelle en Fear of Missing Out. Oui, la peur de perdre, de rater une opportunité. Ils ont peur de perdre, peur de rater une opportunité. Donc si vous arrivez à éliminer déjà ces deux défauts, eh ben vous êtes déjà dans un type d'investissement, un type de mindset d'investissement qui battra 90 ou 95% des particuliers. Donc il faut surtout avoir la patience et la confiance de se dire « je sais bien que ça peut descendre, mais je suis là pour être là quand ça va remonter ». C'est by the deep en fait, c'est vraiment… Oui, parce que le SP500, c'est pas une société, c'est pas de faire confiance dans Apple par exemple. Apple peut faire faillite, c'est possible. Oui. Amazon peut faire faillite, c'est possible. Mais toute l'économie américaine… les 500 meilleures sociétés vont pas faire faillite. Voilà, le principe d'avoir un indice, c'est que l'intérêt du SP500, c'est que quand il y a une société qui commence à sous-performer, elle est remplacée par une autre qui, elle, surperforme. Voilà. Donc, ça remplace toujours comme ça. Donc, le biais de cet indice est vers le haut. Par construction, il est fait pour monter. Donc, quand il y a des baisses, c'est normal. Il y a des prises de panique, il y a des prises de profit de part des institutionnels, etc. Mais quand on parle de crack, on parle d'une très très grosse baisse. Mais c'est justement une opportunité qui se produit peut-être tous les 10 ans, 15 ans. Et moi je recommande absolument, ne vendez pas vos positions ou alors renforcez-les par DCA, par Dollar Cost Average. Ça, on pourra en faire une émission si tu veux. Ça, faudra que tu expliques voilà, comment parce que là, c'est un petit peu plus technique. Mais ça reste très simple, c'est d'acheter par palier. Vous achetez en fonction d'une baisse d'un certain… Au fur et à mesure que la valeur descend, voilà, en fait, par exemple, tous les contre-intuitif, les 5 à 10% de baisse, vous rachetez.
Les gens ont tendance à se dire si la valeur descend, moi je vends. On a vu ça sur les cryptos, quand l'Ethereum a commencé à perdre de sa valeur, tout le monde s'est enfui. Exactement, sauf que les cryptos, ça reste des actifs quand même risqués. Il n'y a pas une économie, il n'y a pas des gens qui travaillent derrière, il n'y a pas des sociétés. Enfin, si, il y a des gens qui travaillent derrière, il y a des sociétés, etc. Mais c'est une nouvelle valeur. C'est une valeur, moi, que je considère d'avenir. Mais c'est une nouvelle valeur. Il n'y a pas toute l'économie qui existe depuis des centaines d'années qui nous ont amenés au niveau technologique auquel on est aujourd'hui et qui fait que tout ça fonctionne, tout ça tourne. D'accord ? Dans l'économie, il y a aussi, dans le SP500, il y a aussi tout ce qui est les valeurs technologiques, c'est le Nasdaq, mais il y a les voitures, il y a l'industrie, il y a la technologie, il y a l'armement, il y a... Bref, vous êtes vraiment dans l'économie globale. Ça continuera d'exister de toute façon, alors qu'effectivement, Ethereum pourrait arrêter d'exister, le monde continuera exactement pareil. Et si tout crache, eh ben, c'est arc et flèche pour se nourrir, ou des plantations si vous n'aimez pas tuer les petits animaux. Et ce que je recommande de faire quand même, parce qu'au bout d'un moment, sinon, il n'y a plus d'animaux. Mais c'en est là, donc c'est ça mon conseil. C'est soit tout crache et on est tous au même niveau. Donc ça sert à rien de sortir les investissements qu'on a, il faut... c'est sortir les investissements que tu as, c'est acter ta perte. Imaginons que tu aies acheté à, je ne sais pas, là, il est à peu près à 3800 le SP500 en valeur. Tu achètes maintenant, certainement au pire moment d'acheter maintenant, hein, là, je ne recommande pas, mais tu achètes maintenant et il perd 80% de sa valeur. D'accord ? Donc tu penses que la plus grosse baisse est à venir là ? Il y a de fortes chances, oui. On est dans une conjoncture où, avec l'augmentation des taux d'intérêt, avec l'inflation galopante malgré l'augmentation des taux d'intérêt, avec la guerre en Ukraine qui s'enlise, avec tout ce qui se passe, plus le fait qu'on voit de plus en plus partout dans les news qui nous matraquent avec le problème énergétique. Bref, il y a tout un consensus, on dirait, global, planétaire des gouvernements et des dirigeants au niveau monétaire, qui est que on a l'impression qu'ils veulent cracher pour faire remplacer par autre chose. Ça, on en parlera peut-être aussi dans une autre émission, mais on sent poindre le Great Reset. C'est ça, et voilà, et peut-être pas le grand reset, enfin le Great Reset peut-être pas, mais en tout cas commencer à nous amener vers un euro numérique, un dollar numérique, et commencer à effacer quelques dettes pour dire que bon, maintenant on essaye de faire un semi-grand reset et on passe sur autre chose parce que là on voit bien que ça n'a pas marché jusque-là. Mais même s'il y a ça, et même s'il y a une très grosse perte du SP500, et même si ça prend 1, 2 ans, 3 ans, 5 ans à revenir à une valeur, ça reviendra toujours. Il suffit de regarder les graphiques et se baser sur l'historique du SP500. Et si tu veux, on pourra mettre une capture d'écran. Voilà, on pourra glisser un graphique pour bien montrer aux gens. Ça ne fait que monter malgré les baisses. Donc, oui, on voit bien que c'est cyclique de toute façon. Voilà, ça ne sera pas plus différent maintenant que, à moins qu'il y ait une guerre nucléaire, là ça sera différent. Mais voilà, on est dans les extrêmes. Il n'y aura plus besoin d'argent, mais l'idée en gros, pour résumer, c'est de rester patient, de savoir que ça va prendre du temps. Oui. Pas essayer forcément d'avoir un petit stock qui ne durera pas très longtemps en sortant tout ce que vous avez déjà et en le stockant, mais plutôt essayer d'investir pour l'avenir en achetant progressivement au fur et à mesure que les prix baissent pour avoir des actions, pour avoir par exemple du SP500 comme tu disais, ou ce genre de choses qui vont reprendre de la valeur par la suite, parce qu'effectivement tout le monde ne pourra pas survivre avec un salaire qui va perdre de sa valeur de pouvoir d'achat au fur et à mesure. Oui. Donc il va falloir se diversifier, investir dans des choses qui coûtent de moins en moins cher pour l'instant et qui donnent l'impression que ça ne vaut pas le coup immédiatement, mais qui seront pour les années qui viennent quand elles vont repartir vers un niveau normal. C'est ça, c'est comme ça que les plus gros investisseurs sont devenus des mastodontes. Et c'est comme ça que certains particuliers sont devenus multimillionnaires. C'est en rachetant quelque chose qui vaut, par exemple, actuellement 3800 et qu'ils le rachètent à 1500 ou à 1400. Reviendra de toute façon. Et qui reviendra peut-être à 3000. Forcément dans ces niveaux-là, puisque c'est son niveau de fonctionnement relativement normal. C'est ça. Donc si ça vous a intéressé ce genre de discussion, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va faire d'autres vidéos qui rentrent beaucoup plus dans les détails. Dans la prochaine vidéo, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions, on répondra. On fera une petite aparté de 15-20 minutes pour répondre aux questions des commentaires. Et on rentrera dans les détails d'une stratégie bien précise que vous pouvez mettre en place en fonction des budgets que vous avez, en fonction du pouvoir d'achat que vous avez actuellement et du type d'investissement que vous souhaitez faire. On verra différents cas de figure ensemble. Et Greg vous expliquera tout ça.
pour optimiser au mieux et non seulement survivre dans cette période d'inflation, mais justement prévoir un meilleur futur que si c'était toujours tout calme plat et tout normal. Voilà, le but c'est d'arriver à battre cette inflation pour continuer à générer du profit. Parce que s'il y a une inflation de 10%, le but c'est d'en gagner 15, 20%, 30%. Même si c'est annuel, au moins on bat l'inflation et on continue à prospérer et à grossir. Alors que si on ne fait que survivre à l'hémorragie, là, malheureusement, on ne sait pas combien de temps on peut survivre. Si les prix augmentent, il faut augmenter encore plus ses revenus. Oui. Les revenus. Voilà, ses revenus, ses investissements, ou peu importe les sources. Voilà, ok, merci de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir regardé et puis on se dit à très bientôt. À bientôt, salut. Salut.